Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les différents outils de création de surface. C'est parti. Alors, pour rappel, la boîte à outils de création des différentes surfaces NURBS se cache sous celle de surface à partir de 3 ou 4 sommets. Clic droit, et là je sors la boîte à outils pour pouvoir les utiliser plus facilement tout au long de cette vidéo. Pour information, j'ai créé des catégories par rapport à ces outils. La première, les basiques, donc les plus simples, peu utilisés. La seconde, les très utiles, en modélisation de produits. Enfin, les plus, plutôt pour définition. Et enfin, les autres, c'est bon à savoir qu'ils existent, mais on ne les utilise pas fréquemment. Et le numéro correspond à l'ordre d'apparition des différentes icônes ici. Alors, le premier dans les basiques, c'est surface à partir de 3 ou 4 sommets. Je fais 3 points, donc 3 sommets. Entrée, ça me fait une surface. J'en fais 4. Ça me fait une autre surface. Est-ce que c'est obligé de rester dans un plan? Eh bien non. Faire un CP un peu plus haut. Et vous voyez que cela me crée des surfaces. Allez, un petit coup de chrome. Des surfaces soit planes si mes 3 sommets sont dans un plan, ou sinon des surfaces un peu tordues selon l'emplacement des différents points. Donc pas très utile, même pas du tout utile pour créer du design produit. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de pouvoir définir exactement ce que l'on veut comme forme et non pas avoir des formes qui soient aléatoires entre les 3 ou 4 points que l'on a cliqués. Suivant, les plans. Alors on a différents types de plans, on les retrouve ici. Plan avec 2 points, ok, plan avec 3 points, un côté, une longueur. Voilà, différents types de plans. Donc ça fait des plans, très bien. En design produit, c'est quand même très rare. Là où j'utilise tout le temps des plans, c'est pour pouvoir poser mon objet sur un fond, un support, une table ou autre, afin de pouvoir éditer mes images de synthèse. Surface à partir de 3 ou 4 bords. Ici, nous avons 4 courbes distinctes. Voilà. Surface à partir de 3 ou 4 bords, c'est ici. Je sélectionne mes 4 bords, mes 4 courbes, et Rhino me crée une surface. Donc c'est déjà très intéressant. Ceci étant, je ne l'utilise jamais, parce que ici, Rhino définit ce qu'il veut au sein de la surface. C'est-à-dire ce point-là, comment est-il défini, par quelle courbe. En gros, Rhino fait un morphing de cette courbe-là vers cette courbe-là, tout en faisant un morphing de cette courbe-là vers cette courbe-là. Ce qui donne ceci. Très sympa, mais bon. On verra qu'il y a d'autres outils où l'on peut définir nous-mêmes ce que l'on veut. Enfin, dans les basiques, loft, appelé en français surface par section. Nous avons ici un exemple de succession de 4 courbes qui vont servir de section. Je les sélectionne, j'appelle l'outil surface par section. Nous avons ici différentes façons de créer la surface, soit lâche, voilà, donc il fait au mieux, mais il passe pas vraiment, donc c'est pas terrible. Tendu, section droite, donc là ce sont carrément des segments entre chacune des sections, et uniforme. Je prends par exemple uniforme. Vous voyez qu'ici qu'il a créé une surface relativement bien complexe qui respecte l'évolution entre chacune des sections. Ceci étant, en design produit, je déconseille cet outil parce que ici, c'est Rhino qui définit le chemin que va prendre le bord de la surface à créer. C'est pas nous. On n'a pas fait de courbe, donc Rhino défaut fait ce qu'il veut. Si nous faisons d'autres courbes pour définir exactement le chemin que l'on veut sur ce bord-là de la surface, il faut employer un autre outil que l'on va voir après. Par contre, bien évidemment, si un jour vous avez des sections et vous n'avez pas d'idée de la courbure du bord à prendre ici, et bien dans ce cas-là, essayez un petit coup de surface par section, donc un petit loft, et vous verrez déjà ce que ça donne. Donc à utiliser avec parcimonie. Par contre, il existe un autre cas de figure où, par exemple ici, nous avons une succession de sections
qui tourne. Pour mieux vous les montrer, regardez, de profil, j'ai ces deux courbes-là, et de dessus, j'ai ces deux courbes-là. Elles partent toutes du même point pour arriver toutes au même point. Là, par contre, cette fois-ci, je ne sectionne pas toutes les courbes parce qu'il y a un ordre. Surface par section, je commence par exemple par celle du haut et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. Entrée. Et là, ce qui est intéressant, ici vous voyez que ça n'est pas bouché, c'est d'activer l'option surface par section fermée. En cochant cette option-là, Rhino va comprendre qu'il doit reboucler la surface entre la dernière section sélectionnée et la toute première. Ainsi, on obtient une surface relativement complexe avec un jeu de courbes assez simple. Donc là, Loft commence à être plutôt bien intéressant. Là, on est dans la catégorie des basiques. Passons à présent dans la catégorie des très utiles. Le tout premier, qui est très simple, est celui de l'extrusion. Regardons ce que ça donne. Je prends la forme de l'étoile, extruder droit. Et vous voyez, il me crée une extrusion, donc droite selon une perpendiculaire par rapport au plan de la section. Je peux recommencer la même chose, extruder droit, et là dans les options, je vais faire deux côtés oui. Et là, vous voyez que l'extrusion s'étend de part et d'autre de la section par rapport à l'axe d'étirement de l'extrusion. Enfin, la dernière option intéressante d'extruder droit est solide oui. Quelle est la différence? Le fait d'avoir dit solide oui vient créer une surface plane qui vient boucher l'extrusion. Et donc, comme l'ensemble est bouché, ça devient une polysurface ou un solide. Voici donc pour l'extrusion. Ensuite, la révolution. Revolve. Alors, l'outil révolution, c'est celui-ci. Révolution. Attention, clic gauche, pas clic droit. Rhino me demande d'abord la courbe à faire tourner. C'est celle-ci. Ensuite, Rhino me demande l'axe de révolution. Je ne l'ai pas dessiné, donc il faut que je trace. Ensuite, Rhino me demande est-ce que l'angle de départ est 0? J'ai dit oui, c'est-à-dire que le début de la révolution va se faire au même endroit que la section. Et enfin, Rhino me demande s'il fait un tour complet à 360 degrés ou pas. On peut faire moins, 180, 90, enfin tous les angles que vous voulez. Moi, je veux un tour complet, donc je valide 360. J'ai ainsi créé un petit vase avec juste une courbe de section que j'ai fait tourner par révolution. On peut avoir également des révolutions selon des axes inclinés. Je recommence l'opération, révolution, la courbe à faire tourner, entrée, 2 points sur l'axe de révolution qui ici est incliné. Le point de départ de la révolution c'est 0 degré par rapport à la section de départ. Très bien, entrée, 360, entrée. Ainsi, j'ai créé une autre surface par révolution, forme de gobelet par exemple. Donc voilà pour l'outil révolution, très simple. J'ai une courbe que je vais faire tourner, une courbe de section, et le chemin va être un cercle pour faire tourner cette section tout autour, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, pour ainsi me créer la surface. Une petite variante qui est le rail revolve ou révolution le long d'un rail. Je vais vous montrer la différence. Je déplace les premières créations en révolution circulaire. Cette fois-ci pour le vase, j'ai décidé d'avoir une révolution non pas circulaire mais qui va suivre cette ellipse. Je relance l'outil, révolution le long d'un rail, clic droit. Quelle est la courbe de profil? C'est toujours ma section. La courbe guide, cette fois-ci, c'est plus un cercle, ça va être l'ellipse. Donc là, il faut rajouter une information. Enfin, point de départ de l'axe de révolution, eh bien, je vais le définir, 0. Et j'obtiens, comme vous pouvez le voir, un vase, cette fois-ci, avec une révolution qui suit non plus un cercle, mais donc l'ellipse. L'ellipse étant le rail. La même chose ici avec le verre. On recommence, la courbe à faire tourner. Cette fois-ci, la courbe guide, j'ai décidé de faire une petite étoile que j'ai inclinée perpendiculairement à l'axe de révolution. L'axe de révolution, je fais 2 points dessus. Et voici directement le nouvel objet créé, une sorte de moule à gâteau si vous voulez,
Mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai pris ma courbe de révolution et cette courbe a suivi la forme de l'étoile que j'ai définie. Donc le rail revolve est une révolution qui ne suit pas un cercle, qui ne fait pas un tour bien rond, mais qui va suivre la courbe que vous aurez définie. Donc ça c'est très bien pour des formes qui tournent sur elles-mêmes, même si ce n'est pas forcément circulaire. Ensuite, pour la création de surfaces qui ne tournent pas, l'outil le plus basique est le monorail. Monorail est ici, balayage sur un rail. Ici on retrouve le groupe de 4 courbes, on va prendre balayage selon un rail. Rhino me demande le rail. Alors par exemple, je vais prendre cette courbe-là comme rail. Une section transversale, je prends celle-là. J'accepte. Rhino m'a créé une première forme. Si je zoome un peu sur ce qui s'est passé, j'ai cette courbe-là ici, qui est une section. Et cette section va suivre cette courbe-là en tant que rail. C'est-à-dire que cette forme-là va évoluer selon la vague donnée par la courbe rail. Que se passe-t-il si je fais l'inverse? Je relance mon rail. Cette fois-ci, mon rail, ça va être celle-là, et ma section, ça va être celle-là. Vous voyez qu'on obtient complètement autre chose. Où cette fois-ci, ma section est cette forme de S qui va suivre un léger petit bulge selon ce rail, qui va être repris de l'autre côté également, vu que je n'ai pas d'autres informations. Et donc, à l'arrivée, je retrouve la même vague qu'à l'initiale, ce qui me donne cette forme-ci également au milieu. Alors mon rail, j'ai qu'un rail, mais je peux avoir plusieurs sections. Si par exemple, maintenant, je demande à Rhino d'avoir toujours ce rail, mais j'ai cette section-là comme section de départ pour aboutir à cette courbe-là qui sera la section d'arrivée, j'obtiens à nouveau une autre surface qui n'a rien à voir avec les premières, où cette fois-ci, nous avons toujours ce rail ici, que l'on retrouve donc à défaut de l'autre côté. Par contre, j'ai une section de départ ici, qui va aboutir à une section d'arrivée ici. Ce qui veut dire que entre les deux, je vais avoir à mi-chemin, selon le rail, la moitié du morphing entre cette courbe section 1 et la courbe section 2. D'où une vague qui commence à être amoindrie et qui va progressivement devenir un bulge, alors que ici, je suis plus proche de la forme de cette première courbe. Par contre, au milieu, je suis plutôt dans des informations de courbes qui sont identiques au rail. Voilà pour une première explication sur les monorails. Par contre, les monorails servent également à créer d'autres types de surfaces. Les monorails sont très pratiques lorsqu'on veut créer une forme par section qui va évoluer le long d'une courbe rail qui sera l'âme de la surface. Regardez, rail, section. Je viens de créer un tube avec la section ici circulaire. Et comme je n'ai mis qu'une seule section en information, je retrouve le même cercle à la sortie de mon rail. Par contre, comme vous l'avez vu, on peut très bien avoir plusieurs sections. Là, à chaque fois, j'en ai que deux, une au début et une à la fin. On peut très bien imaginer d'avoir une troisième section, voire même plusieurs autres sections le long du rail. Je recommence l'opération, rail, section de départ, section d'arrivée. Là, ici, on fait attention, les sections tournent dans le même sens, c'est parfait. Je valide. Et vous voyez qu'ici, on retrouve bien la philosophie du monorail, où en fait la surface démarre avec la forme du cercle pour progressivement se transformer avec la forme de l'étoile à l'extrémité du rail. Voilà pour le principe du monorail. Donc là, ce sont des surfaces qui sont créées avec une ou plusieurs sections avec un seul rail. On peut faire la même chose avec deux rails, souvent appelé le birail. On retrouve ici balayage sur deux rails. On retrouve les évolutions de section de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on a bien des rails de part et d'autre. J'appelle l'outil birail, il me demande de sélectionner les deux rails, donc gauche-droite ou droite-gauche, peu importe.
Une fois que j'ai sélectionné les deux courbes qui vont dans le même sens, Rhino me demande les sections transversales. Je les sélectionne de préférence dans l'ordre. Et vous voyez ici qu'on retrouve notre surface, sauf que cette fois-ci, je contrôle l'ensemble des éléments, l'ensemble des bords, et surtout, par rapport à tout à l'heure le loft, je définis exactement le chemin à parcourir et le bord que doit prendre ma surface le long du birail. Le birail est plus intéressant, me semble-t-il, que surface par section. Le birail est également très utile pour fermer des formes. Je vous montre. On retrouve notre gobelet sur lequel j'ai appliqué un offset, un décalé, pour avoir la peau intérieure. Maintenant, ce que je veux, c'est fermer ces deux peaux. Pour ce faire, on va créer une petite section, un autocadrage. Donc là, je retrouve mon petit segment. Je veux par exemple reboucher mes deux surfaces et les joindre par un joli arc de cercle. Je vais chercher arc de cercle. Grâce à mon petit segment, j'ai directement le milieu. Extrémité, je passe par le haut. Autre extrémité. Là, je viens de créer ma section. Et maintenant, l'intérêt du birail va être de prendre mes deux rails et enfin ma section. Attention, j'ai cliqué derrière la section pour ce premier rail. Je clique du même côté de la section pour l'autre rail. Si j'avais cliqué là, la section partirait dans le mauvais sens. Je valide et vous voyez ici que le birail a permis de boucher correctement l'ensemble des deux. Le fait d'avoir cliqué du même côté permet à Rhino de créer la surface dans le bon sens. L'image qu'il faut avoir, c'est que nous avons choisi une section et on a choisi deux rails en ayant cliqué ici et ici, du même côté de la section. Ce qui fait que si vous voulez, imaginez en gros qu'on a deux petits bonhommes qui vont faire la course en tenant tous les deux main dans la main chaque côté de la section. Et ils vont faire le parcours en partant dans le même sens et tout cela pour faire tout le tour. Et enfin, vu qu'ici on fait bien tout le tour, ça va arriver à retrouver la section de départ. Si vous aviez cliqué d'un côté pour le premier rail et de l'autre, eh bien, en gardant l'image des petits bonhommes de course, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la section va partir dans un sens par là, pendant que l'autre bonhomme de course va partir avec sa section de l'autre côté. Autant dire que ça va bien planter. Un autre élément très intéressant avec le birail, c'est par exemple ici, nous avons deux surfaces que l'on veut rejoindre avec une certaine forme. J'ai donc ici mes deux petits plateaux, et pour un exemple simple, j'ai fait déjà juste un segment. Birail, rail 1, rail 2, la courbe transversale, et vous voyez qu'ici, du coup, ça m'a permis de rejoindre deux formes qui ne sont pas forcément des peaux extérieures-intérieures, mais de me rejoindre pour pouvoir faire un volume sur une pièce. Là, c'était un simple segment. L'intérêt avec birail, c'est de pouvoir définir la section que l'on veut. Si je autocadre vers cette section-là, je veux définir une courbe plus sympathique. On va demander à Rhino de nous créer une courbe qui est raccordée en courbure. Je veux un raccordement de cette courbe-là à cette courbe-là. Rhino me propose des raccordements en courbure, très bien. On va réduire un petit peu la force de chacune d'entre elles. Donc voici ce que ça me donne. Voilà, je suis satisfait, j'accepte. Je recommence maintenant l'opération avec cette nouvelle section. Rail, 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 section. J'accepte. Autocadrage. Je retrouve un raccordement avec exactement la courbe de section que j'ai définie moi pour accorder ces deux surfaces. Ce qui est intéressant aussi avec l'option birail, c'est que je peux ajouter des liaisons. À quoi cela sert-il? Là ici dans l'exemple, on ne voit pas trop le problème parce que si l'on regarde bien, là ici j'ai ma section et mes deux bonhommes commencent à faire le tour. Et ce qui est très bien et très propre, c'est que la section de départ ici, à la fin du premier virage, la section arrive bien perpendiculaire à la suite du rail. Il peut arriver parfois que, à la sortie du virage, vu que le petit bonhomme qui tire la section dans le virage intérieur fait un virage plus court, une distance plus courte, aboutisse ici, pendant que le coureur de l'extérieur aboutit ici. Ce qui fait que vous allez avoir, à la sortie de votre premier virage, des isoparmes de surface norms qui commencent déjà à être en biais.
et qui vont l'être de plus en plus parce que le coureur de l'intérieur avance beaucoup plus vite. Donc vous allez arriver ici avec quelque chose comme ça, et tout à la fin, le coureur de l'intérieur arrive en premier, et ensuite le coureur de l'extérieur arrive. Donc vous allez avoir une surface en termes d'isoparme très moche, et donc du coup, ce qu'il faut, c'est, avant de valider l'édition de la surface par birail, d'ajouter une liaison. Et dans ce cas-là, ici, voilà, moi j'ai pas de problème dans cette surface-là, mais imaginons que j'ai un problème, je peux très bien dire à Rhino, eh bien, lorsque le coureur de l'intérieur est ici, l'autre en face, il doit être ici. Vous voyez, bon, là, du coup, ça me crée un problème. Oui, donc là, ça me crée un problème, donc très bien, je vais réparer le problème. Ici, je rajoute une liaison. Quand le coureur intérieur arrive là, l'autre doit être en face. Idem à la sortie du virage. Vous voyez, on réassainit la création de la surface node. Voilà. Voilà, je le montre pour l'exemple, hein, je le redis. Mon birail était très bien, mais il peut arriver parfois que votre birail parte en vrille en termes de construction intrinsèque avec ses isoparmes, et dans ce cas-là, il faut absolument rajouter des liaisons pour avoir quelque chose de propre. Une fois que j'ai rajouté toutes les liaisons que je veux, un petit coup d'entrée, je reviens à la fenêtre de base de création du birail, et je fais accepter. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens un joli plateau avec l'ensemble des courbures que je voulais. Donc voilà tout le potentiel de l'outil birail. Soit je suis dans des surfaces qui se créent, qui évoluent dans un certain sens, donc le sens du rail, et j'évolue avec des sections, ou soit le birail peut boucher des surfaces qui correspondent à des pots extérieurs et intérieurs d'un objet, ou même raccorder des surfaces qui, pourquoi pas ici, font le tour, mais avec un certain dénivelé, mais à chaque fois, c'est moi qui définis le profil que je veux. Alors, du coup, ça c'était birail. Donc j'avais un rail, après deux rails, et ben du coup il existe un outil pour faire 3 rails, 4 rails, 5 rails. Donc l'outil de création par polyrail qui s'appelle le Curve Network. Donc voici un réseau de courbes, Curve Network, surface à partir d'un réseau de courbes. Ce qui est important, c'est que dans le réseau, il y ait toujours cette logique de courbe-rail et courbe-section. Là ici par exemple, j'ai 4 courbes, ici j'en ai 2. Ce qui fait que là ici, j'ai un premier rail, un second rail, un troisième rail et un quatrième. Ces 4 rails partent du même endroit, tous en contact avec une première section de départ, pour arriver tous en contact avec une section d'arrivée. Si vous avez fait ça et respecté cette logique d'avoir deux types de courbes, le premier type, les courbes qui sont plutôt des rails, et l'autre type, les courbes qui seront des sections, vous pouvez dans ce cas-là sélectionner tout votre réseau de courbes, lancer l'outil, et quand vous voyez apparaître cette fenêtre, c'est que vous avez bien travaillé. Cette fenêtre, on verra dans d'autres vidéos, permet de régler les raccordements sur les bords par rapport à d'autres surfaces. Comme ici on n'a rien, on laisse en mode position. Voici la surface, vous voyez, où en fait j'ai une évolution qui va vers le haut avec 4 rails. Effectivement, vous pouvez vous faire la remarque de vous dire que j'aurais très bien pu faire un birail en disant que la courbe du haut et la courbe du bas sont des rails, rail 1, rail 2, et ensuite j'ai 4 sections qui évoluent. Effectivement, birail aurait très bien pu fonctionner pour ce cas-là. Par contre, on a d'autres cas de figure, par exemple celui-ci. Là, je retrouve 4 courbes, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, et une section de départ, une section d'arrivée. Je relance mon Curve Network, et voici le type de forme que je peux avoir avec les informations que j'ai données au travers de mes courbes. Voilà pour les principaux outils jugés très utiles pour modéliser des produits. Nous allons passer maintenant à la rubrique des outils plus. Alors quels sont les plus? Le premier, c'est Planar Surface. Planar Surface, c'est ici, surface à partir de courbes planes. J'ai une courbe plane, par exemple celle-ci, donc c'est un cercle, il est bien dans un plan. Planar Surface, ça me bouche mon cercle par une surface qui est donc plane. Ici, j'ai une autre courbe qui est plane, mais en 3D. Je vais la boucher par une surface plane. Je sélectionne ma courbe. Ça peut être une suite de courbes d'ailleurs. Le plus important, c'est qu'elle soit parfaitement dans un plan. Je lance l'outil
et j'obtiens à nouveau une surface plane à partir d'une courbe ou d'un ensemble de courbes qui sont dans un même plan. Donc ça, à quoi ça sert? Ça sert par exemple à boucher des extrémités de tubes ou autres dans les extrusions qu'on a pu faire ou les monorails qu'on a pu faire tout à l'heure. Patch. Alors patch, c'est tout autre chose. Patch, il est ici. Il s'appelle également patch dans la version française. Patch permet de boucher des trous un peu plus compliqués et qui ne sont surtout pas dans un plan. J'appelle l'outil patch, je sélectionne le bord. Vous voyez, à défaut, l'outil patch me crée une forme qui va venir épouser les bords au mieux par rapport à ce que j'ai donné comme information. Si j'augmente le nombre du V, j'ai une surface un peu plus complexe qui ne sert à pas grand chose. D'ailleurs, dans ce cas-là, je peux réduire le nombre de U et de V pour le patch aperçu. Voilà, je retrouve quelque chose d'intéressant. Si j'ajoute la notion de ajuster la tangence, aperçu, vous voyez que derrière, le patch s'efforce à être accordé en tangence sur les bords de la surface à boucher. Je vais remettre un petit coup de 10 pour donner plus de latitude. Et voici ce que ça donne. Je valide. Alors comme on est raccordé en mode tangence, on voit bien ici en réflexion le fait que ça se touche bien, mais bon, il y a un petit liseré. Et la puissance de patch ne va pas que là. Regardez, il y avait deux petits points en plus. Je reprends l'outil patch, je sélectionne le bord, et je sélectionne en plus ces petits points. Ajuster la tangence, aperçu, et regardez ce qui se passe. L'outil patch est capable également de créer surface avec en plus les informations données par les points. Comme l'enregistrement de l'historique est activé, si je modifie les points, vous voyez que Rhino met automatiquement à jour la forme et s'efforce, grâce à patch, de boucher à la fois les bords, en étant raccordé en tangence sur les bords de la surface, et tout en passant par l'information des points que j'ai donnés. Donc l'outil patch est un outil très puissant pour fermer des formes complexes. Patch permet également de boucher d'autres types de formes que voici avec cet exemple. On retrouve ici donc une forme d'un objet industriel avec plusieurs bords. J'utilise l'outil patch, premier bord, la continuité du premier bord, mais ça fait tout le tour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, 6 bords. Aperçu, ça plante. Pourquoi? Parce que ici les bords vont trop loin. Annuler. Ici de l'autre côté, j'ai fait des trim divide ou des divisions sur les surfaces pour que les bords s'arrêtent bien sur tout le périmètre du trou à boucher. Je relance l'outil patch, je sélectionne bien la continuité des différents bords. Vous voyez que ça ne dépasse plus. Aperçu. Et là, c'est merveilleux. Nous avons l'outil patch qui vient boucher une forme hautement complexe avec quelque chose de très fluide. Raccordement en tangence dans des formes qui sont plutôt circulaires, ça marche très très bien comme vous pouvez le voir. Donc voilà ici la puissance de l'outil patch. Et donc nous avons fini la catégorie des outils considérés comme plus pour boucher, terminer certaines formes que l'on a créées avec les outils précédents. Enfin, il y a les autres. Extrusion le long d'une courbe. Extrusion le long d'une courbe, c'est celui-ci. Courbe à extruder, le guide, et voyez ce qui se passe. On va la comparer par rapport au monorail. Rail section. Je change de vue. En fait, ce qui se passe, la grande différence est que dans l'extrusion le long d'un rail, l'orientation de la section dans l'espace ne change pas. Ici, elle démarre à l'horizontale, elle termine à l'horizontale. Alors qu'avec le monorail, l'angle que fait la section par rapport à la courbe guide à son point de départ est respecté et donc suit l'évolution de la courbe. Ici, le point de départ était quasiment perpendiculaire au départ de la courbe guide et donc arrive perpendiculaire au rail à la sortie du rail.
Bon, donc c'est intéressant à savoir que ça existe. Il y a d'autres formes d'extrusion, extrusion avec un angle de dépouille, ou une extrusion qui finit en point. Bon, ok. On va passer directement en mode ruban. Alors, le ruban, je l'active. Je définis une distance, ici par exemple 15. Cela me crée une surface. Donc, comme son nom l'indique, ça ressemble bien à un ruban, qui est un peu en 3D et qui suit un peu la logique du peigne de courbure de la courbe initiale et qui crée donc un décalage de la distance qu'on a donnée. Voilà, donc pareil, c'est bien de savoir que ça existe. Maintenant, si on veut vraiment contrôler une forme comme celle-là, je pense qu'un birail serait plus adéquat. Comme ça, c'est nous qui définissons exactement ce que l'on veut comme chemin de part et d'autre d'une section ici qui est plane. Vous disposez aussi également de rubans le long d'une surface. Ce qu'il faut, c'est avoir une courbe sur une surface. Donc je vais reprendre la première surface, je prends cette courbe-là, je la projette. J'obtiens donc ici une courbe sur surface. À partir de cette courbe, je vais créer donc un ruban qui va sortir de la surface. Donc j'ai choisi la courbe, j'ai lancé l'outil. Maintenant, il me demande la surface à considérer, c'est celle-ci. Et vous voyez, il me crée un ruban qui sort selon la normale de la surface. La normale à la surface, si vous voulez, c'est en un point donné la perpendiculaire à toutes les tangentes, que ce soit dans cette direction-là ou dans l'autre direction. Voilà, donc pareil, c'est très intéressant à savoir que ça existe. Un exemple d'application est une surcouture sur une chaussure ou une basket. Alors, on va faire l'exemple. Je fais un petit offset. Très bien, une distance de 8. Voilà, j'ai créé ma surface par offset. Je vais trimer ce dont je n'ai pas besoin. Voilà ce que cela me donne. Et on va mettre un petit congé de surface. Combien? 5, on va mettre 3. Voilà, un joli petit congé. Ici, on regarde ce que ça donne. Voilà, la présentation des principaux outils est terminée. Voici à présent une synthèse de ce que nous venons de découvrir avec une indication grâce aux étoiles des outils à privilégier pour vos futures modélisations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser toute autre question. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.